Merci pour ces apports extrêmement intéressants et puis de voir aussi voilà, la coordination et le lien que vous avez entre vous. Alors, peut-être on va passer sur certains points. Moi, je reviendrai peut-être sur, il me semble, l'intéressante interpellation de M. Lopez sur cette question d'un travail au niveau fédéral et d'une loi. Je pense que c'est vrai que c'est quelque chose aussi au regard de ce travail en silo entre les cantons et entre les services. C'est quelque chose qui semble essentiel. Je donne un exemple qui me frappe beaucoup aussi, qui montre le décalage entre ces services. Si vous prenez les stratégies de digitalisation, les stratégies numériques, qui sont plus portées par des acteurs qui mettent l'humain au centre, en fait, on est très sur l'intérêt du multicanal. On rappelle l'important de continuer d'ouvrir d'autres types de médias. Si vous allez voir la stratégie de cyberadministration, on est sur une priorité au numérique. Donc rien qu'on voit qu'en deux stratégies au niveau fédéral, on n'a pas le même discours. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est dans le discours du multicanal, mais dans les faits, on incite à prioriser le numérique. Donc je pense que cette question d'un débat politique et au niveau législatif semble essentielle aussi pour avoir un positionnement coordonné et d'ouvrir la discussion au public sur ce qu'on veut. Du coup, par point, la cyberadministration, ce n'est pas le numérique, c'est de l'administration. Si vous continuez de penser le rapport au numérique à partir de l'administratif, vous vous planterez, parce que les gens qui ont un problème avec la cyberadministration, ils ont d'abord un problème avec l'administration. Je vais vite parce que pour le coup, j'ai pas le temps. L'autonomie administrative et l'autonomie numérique, c'est deux choses différentes. Les seuls qui sont concernés par l'autonomie numérique dans les problèmes administratifs sont les personnes âgées qui étaient autonomes d'un point de vue administratif. Les autres ont besoin d'être rassurés dans leur rapport à l'administration. L'exemple qu'on disait, qu'on comprend rien, etc. Savoir écrire français, ça ne veut pas dire faire un recours administratif, par exemple. Bon, voilà. Du coup, si vous continuez de penser là-dedans, vous vous tromperez parce que les gens ont besoin de réassurance et il y a des tas d'enquêtes statistiques en France, notamment auxquelles j'ai participé, qui le montrent. Développer des applications smartphone, ça marche pour certains trucs. C'est très pratique pour des fonctions de consultation. Il y a des choses très bien faites en France, la CAF et d'autres. Dès lors que vous avez besoin de télédéclarer des choses, faire des déclarations de ressources pour avoir de l'aide sociale, joindre des pièces justificatives et autres, vous êtes très emmerdé avec votre smartphone. Du coup, c'est très pratique pour certains trucs et pas pour d'autres. Et ça a une fonction de stress supplémentaire parce qu'on a accès à son compte tout le temps. Donc ça a des effets positifs. Les applications smartphone, ça marche pour accès à de l'information. Quand on veut faire de la téléprocédure, ça ne marche plus. C'est beaucoup plus compliqué. Plus vous dépendez de l'administration et de l'aide sociale, plus ce que vous faites peut avoir un impact sur votre vie. Vous n'allez pas faire une erreur dans les chiffres que vous mettez sur votre smartphone, dans le train ou devant la gare. Dites-vous bien qu'en matière de fracture numérique, vous aurez un degré de révélation de l'état de la fracture numérique à mesure que les choses deviendront obligatoires. Il y avait tas de gens qui ne faisaient pas avec le numérique avant en France, mais ils s'en foutaient parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire pour faire leur déclaration d'impôt, leur permis de conduire, leur carte grise, leur habitation, leur périscolaire. Ils s'appuyaient sur des proches, ce que font à peu près 90% des gens, et ils attendaient que ça vienne, ils attendaient de mourir ou autre. À partir du moment où c'est devenu obligatoire, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de besoins. Donc ne mésestimez pas en l'occurrence là le nombre de personnes qui peuvent avoir besoin de ça. Ce qu'on a remarqué en France, pour le coup, c'est qu'il y a des effets de délégation de la charge, de la prise en charge et de l'accompagnement à la cyberadministration qui sont très forts. Comme la cyberadministration ne l'a pas pensé, en l'occurrence, ce sont les acteurs de proximité qui sont les mêmes qu'ici, les bibliothèques qui sont finalement pas si mal dotées, ça dépend des coins, qui sont gratuites à Grenoble, les acteurs sociaux, les associations, les publics sur les questions d'analphabétisme ou autres. Voilà. C'est toute cette première ligne qui a pris en charge l'accompagnement aux démarches e-administratives. Il y a des endroits où ça pose des questions de technicité administrative. C'est une chose d'expliquer à quelqu'un comment faire une boîte mail, parce que pour le coup, avoir un compte cyberadministratif, ça suppose des exigences numériques, c'est-à-dire d'avoir une boîte mail, d'avoir un numéro de smartphone, d'avoir un deuxième compte mail éventuellement pour pouvoir faire ça. Il ne faut pas se tromper dans l'adresse mail, il faut que la personne se souvienne de son mot de passe, il faut qu'elle sache où est son mot de passe, il faut qu'elle comprenne ce que c'est qu'un phishing, etc. Quand vous tirez le fil de l'accompagnement, ça devient un truc professionnel en fait. Être un documentariste, ça ne veut pas dire savoir expliquer ça. Ça veut dire savoir maîtriser des bases de données et interroger la base de données de la bibliothèque. Ça veut dire éventuellement mettre en place de l'équipement et de libre accès. Mettre uniquement des équipements pour lutter contre la fracture numérique est une erreur. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pour ceux qui savent faire et qui n'ont pas d'équipement, mais ils ne sont pas très nombreux. Ça ne fonctionne pas pour tous les autres qui ont besoin d'un accompagnement. Vous pouvez essayer
Vous verrez dans les faits, ça marche assez rarement. Les démarches UX dont j'ai entendu parler, je trouve ça génial. J'en entends parler en France de partout. Et tous les travailleurs sociaux et les personnes usagées qui utilisent des sites administratifs n'y comprennent rien. Donc je ne sais pas quels sont les usagers UX qui sont toujours impliqués là-dedans. Je n'ai pas de doute du tout sur votre bienveillance. Mais il y a un principe d'exclusif qui est que si je ne sais pas utiliser une application numérique, je ne ferai pas partie des usagers qui sont testés pour les applications numériques, par définition. Et du coup, c'est ce que j'appelle l'impensé de l'usager non connecté, c'est que de fait, même avec la meilleure bienveillance du monde, les administrations françaises, quand elles le faisaient bien, et parfois elles l'ont bien fait, elles s'appliquent sur le fait que les gens savent utiliser des interfaces numériques. Et là, on en est, et j'arrêterai là-dessus, ou pas d'ailleurs, sur la question des publics. Les publics sont distincts. On n'a pas du tout le même rapport normatif au public. On aura beaucoup moins de mal à imposer à un jeune de 25 ans qu'il ait un apprentissage des outils numériques parce qu'on pense que c'est bon pour lui par rapport à une personne de 75 ans dont on peut se dire, écoute, elle peut finir sa vie tranquille, on n'est pas obligé de lui imposer des cours. Ne vous dites pas que les gens ont envie d'apprendre le numérique. Quand on est obligé de faire du numérique à cause de la administration, c'est quelqu'un en France, quand on est poussé par des exigences, on est dans une configuration, en l'occurrence, où on n'a pas fait le choix d'aller vers les outils informatiques. Ceux qui font de la médiation numérique en France depuis 20 ans, ils remarquent que les gens qui arrivent maintenant, ils voudraient avoir appris, mais ils n'ont pas envie d'apprendre, parce qu'ils ont été obligés de le faire par l'État français, et en l'occurrence par l'administration. En fonction du niveau de diplôme et du niveau de formation, se lancer dans un apprentissage est un coût cognitif extrêmement élevé. Quand on est personne en situation de précarité, en difficulté pour s'occuper de ses droits, etc., la hiérarchie, ce n'est pas de se dire qu'on va partir dans 3 fois 8 heures pour apprendre les compétences de base. Ne mésestimez pas le coût cognitif que représente un apprentissage, même à des compétences de base, et ne mésestimez pas le fait qu'à partir du moment où il y a une obligation, pédagogiquement, c'est le truc le plus casse-gueule du monde. J'en arrêterai là, je pense. Merci. C'est pas pour vous couper et interrompre parce qu'il nous reste 3 minutes, mais juste le UX, ça veut dire expérience utilisateur. Je voyais des gens qui ne comprenaient pas, donc c'est des applications développées en fonction. Voilà. Oui, c'est le principe on va essayer d'inclure, quoi. Béatrice, la suite. Oui, merci. Alors, je reviens sur certains points qu'a évoqué aussi Pierre, ces questions d'outils. Effectivement, on parle beaucoup de développer les compétences des utilisateurs, et c'est vrai que lorsqu'on analyse les outils, on se dit qu'une des premières choses à faire, ça serait de travailler conjointement. C'est aussi un de nos soucis à la Haute École de Travail Social, c'est que les gens qui défendent, qui ont une connaissance des publics, en fait, puissent aller passer cette connaissance aux personnes qui conçoivent ces outils. Alors, j'étais ravie d'entendre ce que disait Monsieur Demolien, aussi ce qui se fait au niveau de l'hospice. Je pense que c'est quelque chose qui doit être pensé. Lorsque c'est très frappant, lorsque vous allez faire des entretiens avec les personnes qui pensent les dispositifs cyberadministration, ils n'ont aucune idée, effectivement, des publics qui sont éloignés du numérique. Et comme tu dis, Pierre, effectivement, on parle beaucoup de certaines catégories de publics, on a parlé des migrants, des seniors, mais aujourd'hui, on a encore un véritable impensé. Et vous disiez, Monsieur Lopez, que c'est déjà beaucoup. Et moi, je pense que ça sera encore beaucoup plus qu'on peut penser. Parce qu'il y a tous les publics du travail social, au sens large du terme, mais il y a toutes les personnes, ce que disait Pierre, qui n'étaient pas en difficulté jusqu'à maintenant, qui géraient leur administration, mais qui, du fait d'une obligation du numérique, vont être en difficulté. Et tout cela, on ne les connaît pas pour le moment. Donc, et on ne sait pas encore quel type d'accompagnement. Ils sont hors de nos catégories préfigurées. Donc ça, c'est un des points. Et un autre point peut-être aussi par rapport, intéressant, Madame Pureau, tout ce que vous faites, on a nos étudiantes, on est confronté aussi à certaines ambivalences. On se rend compte, notamment au niveau fribourgeois, de certains services administratifs qui mettent à disposition des salles informatiques. Je ne parle pas de vous, mais je dis au niveau de nos services. Et en fait, ils nous disent, ce qui n'est pas le cas de vous-même, il n'y a personne qui vient. Et en fait, qui s'interrogent de là à de dire il n'y a pas de besoin. Alors bon, ils se rendent compte que c'est pas... Alors qu'on voit que d'autres espaces plus associatifs, où il y a un accompagnement et aussi un rapport d'interconnaissance, il y a les personnes qui viennent. Et ce qui nous interpelle aussi au niveau de l'accompagnement de la médiation, c'est de dire mais qu'est-ce qu'il faut pour penser cette médiation ? C'est bien sûr des équipements, un accompagnement, mais pas seulement. On a nos étudiantes qui travaillent dans un espace associatif, qui fait bénévole et qui aussi fait son travail de master. Elle nous dit mais ce qui ressort des personnes qui fréquentent cette association, c'est le lien avec les bénévoles. Et en fait, c'est vraiment le fait d'être reconnu, connu, en confiance. Puis je pense que ce terme de confiance, il est essentiel dans le cadre notamment de démarches administratives. Donc je trouve il est bon aussi à penser pour penser ce qui devra être pensé dans cette médiation numérique. Merci beaucoup.
Donc on va avoir une séance de questions-réponses avec tous les intervenants ici présents, mais d'abord, Samy Canaan va faire un petit mot de synthèse et de revoir. Oui, merci tout d'abord aux très très riches et variées interventions que nous venons d'entendre. Alors, évidemment, en préparant cette rencontre, nous nous étions un peu préparés sur ce qui a déjà, voilà, ce qui se dit, ce qui s'écrit, les expériences. Mais évidemment, là, on est allé beaucoup plus loin en termes de constats, de remarques. Bon, ça paraît banal, mais évidemment qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ça confirme quelque chose qu'on sent bien, y compris au sein de notre propre administration. Donc la ville de Genève, c'est à peu près 4000 collaboratrices et collaborateurs. C'est que la fracture numérique, c'est pas binaire. Il n'y a pas les gens connectés, à l'aise et totalement à l'aise qui gèrent tout très bien, et puis des gens qui gèrent rien du tout. Ça a été dit d'ailleurs. Parfois, on a déjà des facteurs d'exclusion ou de marginalisation. Ça peut être un handicap, comme l'a dit très bien Mme Bichard, donc c'est déjà compliqué. Et en plus, on ajoute des obstacles supplémentaires à cause du numérique, ou des précarisations, ou un parcours professionnel où on a échappé à ça jusqu'à ce jour, et tout à coup, un changement d'emploi, un licenciement font qu'on n'a plus le choix, on se retrouve largué, ou des gens qui gèrent tout à fait correctement leur vie, même, je dirais, une base numérique, et avec l'accélération et la complexification des démarches en général, qu'elles soient administratives ou publiques, se retrouvent largués, ou qui sont, par exemple, victimes d'une cyberattaque, ou enfin, il peut y avoir plein de situations diverses. Donc, c'est effectivement très, très complexe. Et alors, pour l'administration, c'est d'autant plus complexe, pour elle-même, évidemment, en tant que prestataire de prestations publiques. Alors, je me méfie un petit peu des catégories, parce qu'il faut en faire, on en fait tous dans notre travail, forcément, mais j'avais entendu parler d'une étude faite par quelqu'un de PFL dont le nom m'échappe avec Prosenectute, qui disait qu'effectivement, les personnes âgées qui n'ont pas eu l'occasion, plus jeunes dans leur carrière, leur parcours, à se familiariser, lorsqu'elles prenaient le temps, elles prennent le temps justement de se familiariser et elles choisissent ce qui leur paraît utile et pertinent. Et elles sont parfois meilleures prescriptrices ou prescripteurs que les jeunes qui se sentent obligés de courir après le dernier gadget à la mode parce que les copains et les copines le font. Donc, c'est en train d'évoluer et ça complexifie les choses parce que du coup, en termes de public, il faut voir avec qui on travaille. Ce qui est d'ailleurs un des éléments de conclusion que j'ai envie de déjà partager, c'est que pour éviter le côté aide prescriptive, on fait la leçon parce que les gens sont largués, on se rend compte qu'un des meilleurs moyens, et ça dans le domaine culturel c'est le cas, c'est de mélanger les publics pour que ça soit pas forcément que ludique, mais en tout cas un élément, disons, interactif de confiance, d'interaction. En quelque sorte, au passage, on prend confiance, on se familiarise, plutôt que de mettre dans une salle un tas de largués numériques et de dire vous êtes tous largués numériques, j'exagère évidemment, et on va vous apprendre la vie. Et en gros, entre le début du cours et la fin du cours, ça a déjà tellement évolué que c'est plus à jour. J'exagère aussi un petit peu. Mais pour dire que c'est quand même, il y a ce risque. Alors, si on parle en Suisse, par exemple, on sait que la connexion, au sens technique du terme, je crois que 99% des gens dans ce pays ont la possibilité de se connecter à Internet. Évidemment, on est un des pays les plus connectés au monde avec la Finlande, l'Islande. Bon. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'ils sont inclus. Donc, c'est aussi sans parler des pays qui, en plus, n'ont pas la possibilité. À cette conférence francophone la semaine passée, évidemment, les villes du Nord comparaient leur stratégie d'inclusion numérique et certaines villes d'Afrique ont dit nous, on n'est même pas à la 2G, vous êtes en train de vous chamailler sur la 5G, nous, on n'a même pas la 2G. Donc, il y a aussi des fossés qui sont terribles à ce niveau. Mais si on revient sur nos latitudes, la pression, elle est multiple sur l'administration. Parce qu'on nous demande d'être extrêmement rigoureux dans la gestion de l'argent public, à juste titre. Mais donc, tout ce qui est procédure administrative, pas que sociale, sont devenus encore plus lourds et complexes. Les documents que vous devez livrer, ainsi de suite, numériques ou pas. On nous demande d'être moderne, parce que la pression, elle est double. On doit à la fois ne pas exclure les gens qui ne sont pas à l'aise dans le numérique, mais si on n'est pas à jour sur le plan numérique, je vous jure qu'on sent la pression aussi, parce qu'on n'est pas moderne. Alors évidemment, j'étais en charge de culture et sport jusqu'il y a un an. Évidemment, les gens comparent, malheureusement ou heureusement, avec l'offre privée. Comment on s'inscrit à des activités, comment on achète des billets. Évidemment, notre billetterie jusqu'à récemment était ringarde, honnêtement, par rapport à des billetteries privées ou des centres sportifs privés. Mais ces gens-là sont à l'aise, ils payent tout en ligne, enfin voilà, ils réservent leurs activités. Et à contrario, des gens à qui on dit que c'est dorénavant numérique, qui à juste titre nous disent qu'ils sont largués. En plus, vous avez raison, un smartphone ne règle pas tout. Alors effectivement, des procédures administratives, vous devez livrer des documents, pas que dans le social. Un smartphone, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas sur votre smartphone tous vos documents administratifs en principe. Enfin, pas encore, ça va peut-être venir. Et puis même, il faut y aller au niveau de la taille de l'écran quand même. Donc, on a en tant qu'administration. Alors effectivement, jusqu'à récemment, il y avait clairement encore des situations où on faisait des applications pour Internet au sens classique sur un écran d'ordinateur et pas forcément des versions pour plateforme. Voilà. Maintenant, c'est quasiment plus le cas. Les nouvelles choses, en tout cas, sont évidemment polyvalentes et on doit rattraper le reste.
Une chose qu'il faut se rendre compte, c'est qu'une direction informatique dans une administration, jusqu'à récemment, n'avait absolument aucune responsabilité dans ce domaine. Sa responsabilité première, c'est les logiciels de gestion pour l'administration et la micro-informatique. Et la sécurité informatique, c'est déjà pas mal de travail. Évidemment, ça évolue et ça évolue très vite, mais cette compétence de pensée publique, dans toute sa diversité et dans la diversité des besoins, c'est un vrai défi. Alors nous, je ne crois pas, il faudrait vérifier qu'on a utilisé le terme cyber-administration, que j'aime pas du tout. Ça fait très cyber, hein, cyborg, mais voilà. Mais je sais que c'est un terme courant. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout juste. Mais disons, ce débat nous contribue peut-être à nous sensibiliser à certains enjeux. Et on doit s'occuper déjà de nos propres collaborateurs et collaboratrices. Madame Purol a vécu avec la pandémie, j'ose le raconter, Véronique, mais comme les bibliothécaires étaient forcés de rester à la maison lors du premier confinement, on s'est dit on va les mettre à jour dans le numérique, justement. Une partie n'avait pas Internet à la maison. Bon, par choix, en l'occurrence. Donc voilà, c'est toute une prise de conscience. À l'époque, quand j'ai proposé, moi, comme magistrat en charge de la culture, soucieux d'accessibilité aux livres, le click and collect, ils étaient plutôt les pattes arrière parce qu'on ne veut pas perdre le contact humain. Maintenant, j'ai une pétition qui me demande justement le click and collect pour se mettre à jour. Donc la crise, alors j'arrive à cette notion de crise. Comme toujours, une crise, ça secoue à fond. Ça force à se poser des questions. Ça laisse beaucoup de gens sur le bord de la route, mais ça nous force aussi justement à se rendre compte peut-être plus. Si je fais le parallèle avec un enjeu qui me préoccupe beaucoup comme magistrat en charge de la culture, le statut professionnel des artistes, qui est quelque chose de très ancien, qui n'est pas à jour en Suisse, la crise a permis une prise de conscience beaucoup plus large dans les cercles politiques et j'espère qu'au moins, tant qu'à faire, si on a déjà subi cette crise, on puisse avancer ensemble. Donc effectivement, j'aimerais qu'on continue ensemble. Alors, l'expression université populaire du numérique n'est peut-être pas forcément adéquate vu qu'on a déjà une université populaire. Alors j'ai tendance à dire que d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas forcément créer une nouvelle institution, mais on sent que c'est une problématique très complexe. Je crois que Christian l'a dit, l'illettrisme ou l'analphabétisme, c'est à peu près clair qui doit s'en occuper. Il y a aussi des mises en réseau. Tandis que cette notion-là de la fracture numérique, c'est beaucoup plus complexe. Le DIP est bien sûr concerné, mais de loin pas que. Donc effectivement, il faudrait créer une sorte de une plateforme de l'inclusion numérique à Genève, avec tout, les acteurs sont en bonne partie là, travailler dessus. Abrégé, ça fait PIN comme le code PIN de nos cartes. Et de voir si, je pense que Genève est souvent pionnier. Je vous donne un exemple parallèle. Le secteur des aînés à Genève a créé une plateforme des associations d'aînés, de seniors, qui est un lobby du coup très, très efficace et très puissant. Vraiment, il faudrait faire le parallèle. Donc, si je parle maintenant, c'est que je vais devoir vous quitter pour la nuit numérique digitale du GIF, du Geneva International Film Festival. Là, c'est des gens très connectés, par contre. Mais c'est aussi une source d'inspiration et d'innovation, j'espère, inclusive. Donc, merci beaucoup à toutes et tous encore. Et continuez à... J'aimerais bien que ça soit créatif et inclusif. Merci beaucoup. Et je remercie encore Open Geneva pour l'accueil et puis tout de même Serge pour l'animation et le timing et le gong chinois. Et puis mon équipe, Virginie, Lovena et Félicien et les autres qui ont préparé cette rencontre. Merci encore, bonne soirée.